Test de l'AI 4K. Quand on reçoit le produit, la boîte est encore sous cellophane. Preuve de produit neuf. Elle est belle mais un peu pourrie, peu pratique à ouvrir. Le boîtier de l'Action Cam est mal fichu. La trappe d'accès batterie est branlante, ressort de travers, dur à ouvrir. Ainsi que le slot microSD mal placé. Il nous oblige à jouer les chirurgiens. Le cache USB aussi est difficile à fermer. Sans compter le fait que la batterie soit retirable grâce à une lamelle potentiellement fragile, mais c'est comme sur beaucoup de caméras. L'autonomie est très bonne, 2 heures environ pour 2 heures de temps de recharge également, donc ça fait un ratio de 1/1. Bon point sur ce boîtier malgré tout, il y a un pas de vis pour mettre la cam sur un trépied par exemple. Côté bouton, il n'y en a qu'un, avec une seule fonction, alors qu'il y a deux côtés, dommage. Au niveau des prises de son, elles sont mal placées. Les prises de son auraient dû être sur le devant de l'appareil, car comme on tient l'appareil en général sur les côtés et sur le dessus et le dessous pour pas qu'il tombe bien évidemment, on a tendance à boucher des prises de son et du coup le son se retrouve étouffé ou pire il y a beaucoup de bruit parasite que le boîtier diffuse très bien malheureusement. Je suis à 5 cm de l'Action Cam pour tester le son. Je suis à 20 cm de l'Action Cam pour tester le son. Là, je bouche les deux entrées micro. Là, je bouche une seule entrée micro, toujours à 20 cm. Là, je fais du bruit. Je touche un peu le boîtier sur le côté droit, côté gauche, devant, derrière. L'écran est tactile, c'est un Gorilla, donc devrait être solide, mais ce qui est regrettable, c'est que les écrans tactiles sont peu pratiques avec des gants. Autre mauvais point, celui-ci est comme la plupart des écrans, c'est-à-dire peu visible au soleil et pire si on a des lunettes de soleil. Il faut dans les deux cas se triturer les yeux pour voir quelque chose. Ceci dit, l'angle de vision de l'écran est plutôt bon, voire excellent. Au niveau des fonctions, il y a vidéo, des photos classiques, mais aussi un mode time-lapse vidéo, format vidéo limité à 4 et pas de 720p. Les prises de photos et de vidéos avec un intervalle régulier au niveau des photos. En mode photo, on a le mode retardateur pour avoir le temps de poser avant la prise de la photo. Et enfin un mode rafale. Il y a pas mal de réglages possibles, comme sur un vrai appareil. On peut monter assez haut dans les ISO ou jouer sur l'obturateur. La balance des blancs, l'exposition, même si toutes ces options n'iront pas très loin. Réglage prédéfini. L'absence par contre de mode macro ou d'autofocus manuel, même pire il n'y a qu'un réglage par défaut et unique du focus, et bien évidemment pas de flash, pas de zoom, pas de dragon possible. Toujours dans ce mode, il y a un mode RAW plus JPEG, comme sur les vrais appareils. Le mode RAW est utile pour des corrections poussées dans un logiciel photo. Mais le problème c'est qu'avec ce mode, il faut 5 secondes pour prendre la photo, contre seulement 1 seconde en JPEG. L'écran ne montre pas la sous-exposition mais le dit dans l'autre cas en montrant un écran très lumineux ou même tout blanc. Alors on peut avoir de très mauvaises surprises de photos noires ou presque si on ne laisse pas sur auto. En manuel, il est assez limité car les valeurs d'obturateur sont prédéfinies. 1 500e, 1 125e, 1 30e, 1 8e, 1 demi, 1 seconde, 2, 5, 10, 20, 30 secondes. En mode vidéo, les résolutions vidéo et le nombre d'images secondes sont importantes. On a le choix, mais qui est brisé par l'impossibilité d'utiliser le mode correction, distorsion optique ou stabilisateur en fonction du mode, voire mon tableau. Il est stupide de ne pas avoir proposé plus de modes en 720p. Il est limite inutilisable car soit en 240 fps, mais la place prise sur la micro SD est triplée, mais surtout l'image est assombrie et fourmille un max. En intérieur et en basse lumière c'est assez sombre, mais en extérieur l'image est plutôt bonne. Soit en ultra grand angle, ce qui est assez craignos car de grosses distorsions.
Ceci dit, la stabilisation est assez dégueulasse et donne une image qui yoyote, alors c'est pas une grosse perte. Quoiqu'en réalité, c'est dû à l'addition des deux fonctions, stabilisation plus correction de distorsion. Si on n'active pas cette dernière, l'image ne yoyote pas. Le mode Timelapse vidéo propose les paramètres nécessaires et suffisants comme tout ce qui est intervalle de temps et durée de la vidéo, qui peut être limité à 20 secondes, 40 secondes jusqu'à 120 secondes. Sans limite, c'est la batterie qui sonnera le gong de fin. Le mode Slow Motion donne la possibilité de faire des ralentis en 720p avec 60, 120 ou 240 images secondes et en 1080p en 120 images secondes ou 60. Dans le mode Wi-Fi, associé à un portable ou à une tablette avec l'application de Yi, on peut commander la caméra, un peu comme une télécommande mais plus ici, car on peut naviguer dans presque toutes les options de la caméra. Elle reste disponible aussi et n'est pas figée sur le mode Wi-Fi. On peut continuer à voir sur le portable ce qui se passe, tout en naviguant dans les menus de la caméra, sauf quand on va voir les photos prises. L'application nous prévient que la caméra est occupée. Le mode Wi-Fi par conséquent est bien mieux que ceux des caméras premier prix. 3. Le débit vidéo est réglable en jouant sur la qualité. La qualité est certes plutôt très bonne, mais en contrepartie d'une grande quantité de place prise. En 720p et en qualité basse, la caméra ne fait pas mieux que celle bas de gamme. Elle chauffe beaucoup aussi au bout de 5 minutes et est bouillante au bout de 15 minutes, autant qu'un disque dur qui chauffe soit 42-43 degrés. Sans être dans un caisson, alors dedans elle suffoquera, autrement dit se coupera ou déconnera. La chaleur n'est pas bonne pour la durée de vie. Au moment commandé, je l'ai eu pour 166 € sur Amazon, alors qu'elle en coûte 220 €. Sans compter qu'il n'y a aucun caisson ou attache, rajoutez 30 €. De plus, pour profiter du 2,7K, il faut une micro SD V30 UHS-3 bien au-dessus des classes 10, et les autres accessoires qui vont avec, câble HDMI 2.0 et l'écran qui va bien. A vous de voir maintenant si elle vaut environ 200 €, maintenant que vous avez vu ce test. Car finalement, ça dépend un peu des exigences et des souhaits de chacun, et du budget aussi. Moi, je n'ai fait que présenter les principaux points négatifs que j'ai remarqués, et les quelques points positifs qui m'ont plu aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, un petit pouce bleu s'il vous plaît. Merci.